Alors l'évolution de l'homme, pour le passé, c'est déjà assez compliqué, mais on commence à avoir de bons éléments. La grande surprise des dernières années, c'est qu'on s'est aperçu que nous, les Homo sapiens, aujourd'hui une seule espèce sur la Terre, avec 7 milliards 400 millions de sapiens et de sapiens, nous sommes la dernière espèce survivante d'une lignée absolument florissante. On ne cesse de trouver, pas tous les jours bien sûr, mais de nouvelles espèces. Donc ça change complètement les choses, parce que pendant longtemps, et quand je suis rentré dans ce domaine, c'était un fossile tous les 200, 300 000 ans, et évidemment la ligne droite et le triomphe de Homo sapiens. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que nous sommes les derniers survivants de cela. Et actuellement, nous sommes dans une phase d'évolution extrêmement rapide. Voilà donc un thème qui a été voulu par nos hôtes, la Fédération des entreprises de beauté. C'est bien la FEBEA qui a voulu que ce matin, ensemble, on réfléchisse, on regarde peut-être concrètement un petit peu plus loin. Je vous demande d'accueillir le président de la FEBEA, Patrick O'Quinn. L'évolution, c'est vraiment au cœur de nos métiers, au cœur des métiers de la cosmétique. C'est parce que nous avons su évoluer que la cosmétique, et particulièrement la cosmétique française, est aujourd'hui un leader mondial sur les marchés. Je voudrais d'ailleurs, à cet égard, vous saluer vos entreprises, chacun d'entre vous, pour être capable d'être à l'écoute des évolutions de la société, pour comprendre ce qu'attendent nos consommateurs, pour comprendre comment est-ce que nos produits s'articulent avec leurs attentes, s'articulent avec leur culture, puisque nous ne réagissons pas tous de la même façon selon la culture dans laquelle nous sommes situés. Et puis, à l'inverse, il m'a paru important que nous, FEBEA, nous vous apportions au cours de cette troisième rencontre des éléments pour contribuer à éclairer ce que vous faites, pour contribuer à éclairer le présent, mais aussi l'évolution, le futur du bien-être, puisque ce sont les rencontres du bien-être, et de rester toujours au cœur de la grande histoire de l'évolution. J'ai invité 4 experts reconnus qui sont sur ma gauche, pour qu'ils nous permettent d'explorer de nouvelles pistes, pour qu'ils nous apportent un regard éclairant, et je suis sûr que vous les connaissez et que vous savez combien ils sont parfois décapants, et qu'ils vont nous aider ce matin à replacer notre action dans un cadre plus large que celui qui est notre quotidien, et qui vont nous donner un peu de respiration à l'image de ce qui nous entoure. Et bien voilà donc un homme content ce matin, bien du travail qui a été mené, qui sera continué. On sent qu'il y a, comme vous le dites, une appétence quand on éclaire sur les coulisses, sur la cosmétovigilance, et puis que voilà, peut-être à chacun ses axes à développer. Est-ce que c'est la fin de l'homme omniscient? Hélène Le Riche a travaillé avec Pascal Pic. Elle va nous rejoindre. Je vous propose de rejoindre ce pupitre. Hélène. Donc la biodiversité, c'est aussi un choix social et un choix éthique. Qu'est-ce qu'on dessine comme possible pour demain? Et c'est finalement comment on partage ce vivant, comment on s'insère dedans, comment on évolue avec. Et j'ai tendance à dire que même si on n'a pas conscience de ce bien commun et de cette interdépendance, on doit de toute façon aujourd'hui devenir altruiste par égoïsme, parce qu'on en dépend vitalement vis-à-vis du vivant en général, mais aussi on le partage avec les humains d'aujourd'hui et ceux de demain. Et moi, j'aimerais beaucoup que cette planète reste humaine, ne serait-ce que pour mes enfants, et qu'il y ait encore des éléphants. Merci. Bravo. Avancer pour mieux vivre ensemble, finalement. Charles Pépin, rejoignez-moi près de ce pupitre. J'aurais donné le titre de l'un de vos derniers ouvrages, parce que quand même, il est vraiment d'actualité pour nous, comme par hasard. « Quand la beauté nous sauve ». Ça, c'est chez Robert Laffont. Si on parlait de beauté et de ce en quoi la beauté nous porte, nous rend peut-être libres. Beauté et liberté. Est-ce que c'est lié ? Oui, tout à fait, c'est lié. Pascal Pic l'a bien dit, cette idée du cosmos et de la cosmétique nous rappelle simplement quelque chose qu'on a tous déjà vécu par exemple, quand on se promène dans la nature, dans un paysage et qu'on trouve ça beau. Vous savez, on dit c'est beau. Déjà, vous avez raison, c'est libre. Je dis c'est beau, on ne me dicte pas la norme de la beauté. Déjà, on dit que c'est beau, c'est-à-dire qu'on décide que c'est beau librement, mais souvent, on a un sentiment d'appartenance au monde, d'appartenance au cosmos. D'ailleurs, au fond, on n'est pas tellement en train de juger que c'est beau comme si on était extérieur à cette beauté. Et vous voyez, on est souvent
on a souvent un sentiment d'appartenance au monde, au fond, d'être habitant de ce monde. Il ne s'agit pas d'être beau au sens d'en imposer aux autres, mais d'être beau parce qu'on a un style singulier. Regardez, peut-être que ce matin, vous êtes venu ici et que vous avez retrouvé un ou une amie devant ce très bel endroit. Ou alors dans la rue, je ne sais pas, devant le métro, et vous l'avez reconnue, cette personne. Mais quand vous l'avez reconnue de loin, il y avait d'autres gens, vous n'aviez pas encore vu les traits de son visage, vous n'aviez pas encore reconnu ses habits griffés, vous n'aviez pas encore reconnu ses valeurs morales, vous n'aviez pas reconnu son âme éternelle dans la foule. Mais alors, qu'est-ce que vous avez reconnu? C'est une question. Vous avez reconnu son style, c'est-à-dire sa manière de se détacher du reste du monde. Sa manière de quoi? D'apparaître. Au sens philosophique, c'est sa beauté que vous avez reconnue. Vous voyez, sa manière de donner sa vérité dans sa manière d'apparaître. C'est ce que dit très bien le philosophe français Merleau-Ponty en disant la beauté, c'est le style, et le style, c'est la manière dont quelqu'un se détache comme une figure sur le fond du reste du monde. Bref, l'apparence n'est jamais superficielle. On a parlé ensemble du sol, de notre environnement, de cette biodiversité. On est monté un petit peu la tête dans les étoiles, dans la philosophie. Je voudrais qu'on évoque maintenant une génération qui, elle, quand elle dit « c'est beau » ou « c'est pas beau », est en train de faire énormément bouger les lignes. Cette génération, ce sont les millennials, la fameuse jeune génération. Où vont ces millennials, où va la jeune génération? Anaïs Dupuy, rejoignez-nous au pupitre. Vous êtes experte hygiène beauté chez Kantar World Panel. Nos millennials, est-ce qu'ils sont différents? Oui, la réponse est un grand oui. Ils ont une routine beauté aujourd'hui qui va vraiment être différente des autres générations. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en avant, sur lequel on va zoomer. Et puis ensuite, on va voir qu'en fait, les millennials, ils ont évolué. Le millennials d'aujourd'hui, c'est pas le même millennials qu'il y a 10 ans. Et on va voir en quoi est-ce qu'il est différent. Nos millennials, ils ont vraiment un rapport différent à l'hygiène beauté par rapport aux générations plus âgées, et puis aussi qu'ils arbitrent les cosmétiques de manière plus drastique que la moyenne de la population. Ils ont aussi une manière de faire leurs courses qui est différente. On l'a vu, ils se tournent plus vers le online, vers les boutiques propres et vers le sélectif. Et puis, nos millennials, ils ont évolué dans leur manière d'acheter et de consommer tout au long de ces dernières années. Et puis, en termes de catégories, ils ont arbitré leurs achats de capillaires et de maquillage. Ils ont eu tendance à arbitrer un peu moins l'oral care. On l'a vu qu'il y a du retard sur l'oral care et qu'ils sont en train de rattraper dans leur routine beauté. Et puis, s'il faut retenir quelque chose, c'est que finalement, le retard le plus accentué, c'est sur le capillaire, et que pour réactiver la consommation hygiène-beauté des millennials, il faut réinventer le geste du quotidien, et notamment les gestes sur la routine cheveux. Parlez-vous cerveau, c'est le titre de votre ouvrage, Lionel Nakache. Rejoignez-nous au pupitre, un ouvrage que vous avez écrit avec votre épouse chez Odile Jacob et qui vient de toute une série d'émissions de radio qui étaient vraiment passionnantes, qui essayaient de nous éclairer sur le cerveau comme un langage en quelque sorte. On a déjà dans les mécanismes primaires de la perception d'un visage maquillé et qui dégage un parfum, eh bien, on a déjà cette combinaison de sens qui, dans leur neurophysiologie, c'est à ça que sert le cerveau, c'est pas de savoir dans quelle région ça se passe, c'est quelles sont les propriétés, combine quelque chose qui est un sentiment d'appartenance à une singularité. Et d'après moi, cet élément-là est un élément majeur du sentiment cosmétique, si on veut l'appeler comme ça. Le parfum, l'odeur, a une autre spécificité qui me semble essentielle et qui a trait à la mémoire. Autrement dit, vous l'avez sans doute fait l'expérience vous-même, nos sentiments les plus robustes, nos sentiments les plus forts, nos sentiments les moins contrôlables, en réalité, sont les sentiments olfactifs. Il y a 1001 exemples, évidemment. Si vous vous souvenez de la fameuse scène de Proust de la Madeleine, c'est pas de voir la Madeleine, c'est même pas le goût de la Madeleine, c'est l'odeur de la Madeleine trempée dans le thé. C'est par l'olfaction que vous avez une sorte de réminiscence, vous revivez, une sorte même de reviviscence d'une scène. Et vous pourrez noter qu'on peut fermer les yeux et imaginer une vache dans un pré. On peut même essayer d'imaginer, de se souvenir d'une chanson, mais réinstancier une odeur, c'est quasiment impossible. Autrement dit, à nouveau, l'olfaction, c'est un sentiment très puissant qui nous fait partager et nous fait rentrer dans un monde qui nous dépasse et nous n'avons pas tellement de contrôle dessus. Vous avez peut-être des questions pour nos différents intervenants, chacun symbolisant un axe de réflexion, des pistes éventuelles pour nos métiers dans ce secteur de la beauté. Donc n'hésitez pas déjà, sachez-le, vous pouvez intervenir. Ce qu'on voit en fait, c'est que les jeunes, ils sont vraiment différents. Il n'y a pas un jeune. Ouais. Il y en a qui ont besoin d'être rassurés sur la traçabilité et ce qu'il y a à l'intérieur. Il y en a qui sont
toujours à la recherche de plaisir, il y en a qui veulent du prix. Et finalement, les attentes des consommateurs sont de plus en plus complexes. Dans l'évolution, après la compétition, il y a la coopération. Et la coopération, pour une fédération, c'est évidemment fondamental. C'est la volonté de nos adhérents de travailler ensemble, de partager. Et nous avons quelques exemples qui montrent que ça marche. D'abord, on a réussi sur un certain nombre de thèmes à travailler ensemble. On a différents outils, et j'ai notamment en tête le livre blanc sur l'économie circulaire, qui est un travail que Hélène Andlerich connaît bien. Le livre blanc sur l'économie circulaire, c'est ensemble, nous avons travaillé pour identifier des bonnes pratiques, pour les mettre en avant et pour les partager. Il y a aussi un certain nombre de plateformes que nous sommes en train de mettre en place, soit au sein de la FEBA, soit en appuyant nos adhérents sur le recyclage, par exemple, qui sont des plateformes CycléApp, Spice, etc., qui sont des exemples concrets où on voit que la coopération, ça marche, c'est fondamental, et j'espère que nous pourrons continuer dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, la seule solution pour survivre, ce sera de prendre en compte le bien commun et la planète. Et d'ailleurs, au plan du capitalisme, c'est pareil. Le capitalisme est obligé de devenir, peut-être pas moral, mais en tout cas responsable ou conscient, pour ne pas disparaître. Je viens de penser à quelqu'un que je n'ai pas cité, et pourtant on est presque chez lui, c'était Gilles Boeuf, qui était président du Muséum, et qui, de façon un peu provocatrice, avait tendance à dire, de toute façon, l'évolution, elle va continuer, et la planète, elle va continuer. La question fondamentale est de savoir si on reste dessus ou pas, et si on a les capacités de rester dans cette évolution. Surfer sur la vague du devenir entre humilité et responsabilité, manifestement. La cosmétique est apparue dans la nuit des temps, c'est ce que nous disait Pascal Pic, ce que rappelait Lionel Nakache. Il faut qu'on continue à évoluer, il faut continuer à évoluer dans le bon sens, il faut continuer à mettre en place l'agentivité auquel nous avons été invités ce matin. Donc j'ai adoré cette élévation par le haut. Je pense que seule la FEBEA peut attirer des orateurs de ce niveau, donc c'était passionnant. Le fait d'avoir cette présentation d'évolution de 4 personnes différentes sur 4 domaines différents qui n'ont rien à voir avec la cosmétique, ça ouvre l'esprit, ça nous pose des questions, et comment demain on va pouvoir nous évoluer. La vision qui est la plus intéressante pour moi, c'est celle qu'a mis en avant Charles Pépin, mais aussi Pascal Pic, qui est qu'aujourd'hui on parle souvent de superficialité pour parler de la forme, de la cosmétique et autres, mais en vrai, comme a dit Victor Hugo, la forme c'est le fond qui remonte à la surface, donc je pense que c'est une idée qui est intéressante à garder pour nous, que ce soit en termes de communication ou de marketing. On a reconstitué un tout petit peu l'évolution actuelle, c'est-à-dire que les consommateurs veulent savoir, les consommateurs veulent être un peu plus écolos, ce qui est très bien. Et tout ceci, ça constitue le mouvement que j'appellerais naturel écologique. Et c'est un mouvement qui est indéniable. Sur tout cet aspect des neurosciences et comment le cerveau traitait l'information de façon différente et pouvait permettre par la suite d'émettre des messages en tant que annonceur ou vendeur de produits de façon différente pour créer une émotion différente. Une évolution dans le temps qui a l'air d'être assez forte et assez prégnante. Je trouve aussi un petit peu simpliste l'idée de scinder les millénials en 2 catégories, ceux qui sont hors du bateau et ceux qui sont dans le bateau. Il me semble qu'il y a un gradient et un continuum avec beaucoup de gens qui sont entre les deux et qui ne sont pas si tranchés que les deux situations. Donc c'était un peu ça une critique, mais justement je me permets cette critique parce que le débat était extrêmement enrichissant et captivant. Voilà, donc je reviendrai l'année prochaine si je suis invitée.